Très bien. Écoutez, bonjour toutes et tous. Nous allons commencer. Nous avons un planning très tendu puisque nous finirons à 9h54. Donc aujourd'hui, Journée mondiale de l'environnement, nous allons lancer une mobilisation pour une relance verte. La crise du Covid donc s'accompagne d'un véritable tsunami économique, un arrêt total de pans entiers de l'économie qui nécessite évidemment une très ambitieuse politique de relance. Mais cette relance doit être verte. Elle doit pouvoir relever le défi de la crise écologique, dont les effets à terme sont aussi, même plus importants et renouvelés chaque année, et qui ne se développent évidemment pas à la même vitesse. Ce n'est pas un tsunami qui mobilise toutes les attentions du fait de l'urgence, mais une montée lente des eaux qui vont submerger au propre comme au figuré des zones géographiques, des sociétés entières, et ces dérèglements mettent en péril à terme l'ensemble de l'humanité. Donc nous partageons tous ici la question de la transition écologique, que cette question doit être au centre de la relance. Alors, les métaphores montagnardes sont à la mode depuis, d'un côté, les premiers de cordée, jusqu'à l'ivresse des sommets et des perspectives d'un monde après fait de vertus partagées et de réconciliation morale, du développement des sociétés avec les limites planétaires. Mais en fait, pour viser les sommets, ça ne peut pas être une dépose hélicoptère réservée aux plus riches ou telle technique, mais bien l'accès du plus grand nombre par des moyens qui leur permettent d'accéder à ces sommets en toute sécurité. Cela ne peut reposer sur l'office de tourisme de la montagne et sa communication, mais bien sur ce qu'on appelle le bureau des guides. Le guide n'est pas seulement celui qui montre le chemin et dirige le groupe, il est aussi celui qui enseigne les techniques et les connaissances du milieu montagnard. Il définit les voies empruntées qui doivent être sécurisées, dotées de moyens techniques et logistiques nécessaires. Alors en fait, les objectifs sont clairs. Les objectifs internationaux de développement durable de l'agenda 2030, des feuilles de route déclinant par secteur l'objectif de neutralité carbone ou la restauration de la biodiversité. La définition du développement durable du rapport Brundtland de 1987 avait une seconde phrase trop souvent oubliée. Elle disait « Deux concepts sont inhérents à cette notion de développement durable, le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. » Je vous demande de couper vos micros, il y a une interférence. Merci. Alors, comment changer les techniques et l'organisation sociale? Quelles sont les solutions techniques ou organisationnelles? Quels produits ou services? Quels sont les nouveaux modes de consommation et de production? Quelles nouvelles organisations sociales permettent de résoudre le problème? Donc, en fait, ces solutions concrètes et pratiques pour se nourrir, habiter, se vêtir, pour vivre en société et garantir santé, sécurité et bien-être, produire de l'énergie et des ressources avec une empreinte écologique équitablement répartie, restant en deçà des limites globales et locales. C'est bien l'objectif. Alors, pour imaginer, développer, porter et diffuser ces solutions de nature très variée, il faut des entrepreneurs. Alors, Joseph Schumpeter définissait l'entrepreneur comme un homme, alors on ne parlait que d'hommes à l'époque, j'associerais évidemment les femmes, dont les horizons économiques sont vastes et dont l'énergie est suffisante pour bousculer la propension à la routine et réaliser des innovations. L'entrepreneur pour le développement durable développe les solutions concrètes, techniques, organisationnelles, sociales. Il répond à la fois aux besoins et à la demande sociale, pousse des solutions nouvelles. Les entrepreneurs pour le développement durable relèvent de régimes variés. Entreprises privées, entreprises à mission, entreprises de l'économie sociale et solidaire, associations, professionnels, collectifs de citoyens, et j'en passe. L'objectif de l'initiative que nous lançons aujourd'hui est de mobiliser ces entrepreneurs, de faire valoir leur disponibilité pour la relance verte. Pour permettre aux entrepreneurs et leurs solutions de relever le défi du développement durable, eh bien, il faut un cadre politique et institutionnel adéquat, une organisation de la finance et des marchés et l'accès à des connaissances. Donc, pour finir cette introduction, l'objectif de cette journée, c'est sur un certain nombre de thèmes, identifier donc dans ces domaines institutionnels et financiers les obstacles, mais aussi les leviers d'action qui sont attendus. Et ça vise aussi, nous visons aussi à faire reconnaître l'importance d'associer aux politiques et au financement vers un vrai volet d'information de formation, un renforcement de capacité des acteurs pour qu'effectivement ce changement puisse advenir à l'échelle nécessaire.
Et donc, nos objectifs, c'est d'une part établir les bases d'un partenariat et des coopérations entre les organisations, mais aussi porter auprès des pouvoirs publics cette parole des entrepreneurs et permettre effectivement un changement à tous les niveaux. Je vous remercie de votre attention et je vais donc tout de suite passer la parole à Corinne Lepage. Corinne, la parole est à vous. Ah, le micro ne marche pas. Si, ça marche. Bonjour, merci Christian Brodac de cette excellente initiative. Donc, mes propos seront ceux du mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie que je co-préside avec Myriam Maestroni. Pour nous, et dans le cadre de ce que Christian Brodac vient de dire, nous avons 4 axes majeurs. Le premier, c'est celui de l'utilité. Il faut revenir à l'inverse de la financiarisation de l'économie sur une économie utile. Et une manière de mesurer cette utilité, c'est de prendre en compte les externalités. Le sujet des externalités pour les entrepreneurs de l'économie du Nouveau Monde, un sujet absolument majeur et central, qu'il s'agisse de l'assurance, qu'il s'agisse de l'investissement, qu'il s'agisse de la construction. Vous pouvez prendre tous les domaines les uns après les autres, c'est-à-dire que nous nous battons pour une comptabilité qui intègre l'ensemble des enjeux de société, sociaux, environnementaux, avec bien entendu l'équilibre économique et financier. Le deuxième volet, c'est celui de la reterritorialisation des activités économiques. C'est un sujet majeur et il s'impose à tous les niveaux. Notre dépendance extrême en ce qui concerne les matériels de soins, les principes de médicaments, mais pas seulement, bien entendu, tout le reste aussi, n'ont cessé de croître. Nos secteurs traditionnels ont également souffert de l'excès de mondialisation. La filière bois, par exemple, en est une parfaite illustration. En sens contraire, la redécouverte de nos savoir-faire, de nos filières, comme celle de l'industrie textile qui s'est fortement mobilisée pendant la période du Covid-19, montre l'énergie positive remarquable de nos PME, de nos ETI et de nos groupes pour soutenir le pays. Les circuits courts ont montré plus que jamais leur utilité, l'intérêt de la production alimentaire locale, mais également des commerçants de proximité et plus largement de la production de proximité est absolument indispensable. La notion d'autonomie à tous les niveaux est désormais une notion qui s'impose, qu'il s'agisse d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, d'autonomie virtuelle, d'autonomie sanitaire, vous pouvez le décliner à peu près dans tous les domaines. C'est une évolution qui va permettre de relancer le tissu économique et industriel local. Le troisième volet est celui de la gouvernance de nos entreprises. Christian Brodac a rappelé tout à l'heure que toutes sortes d'entreprises, effectivement, se développaient. Nous pensons, nous, que l'essor de la notion de raison d'être des entreprises prévue par la loi Pacte est absolument indispensable et le développement des entreprises à mission également. C'est nécessaire pour mettre en place dans des temps très rapides un nouvel type de gestion avec des rapports de coélaboration et de coadaptation. La notion d'adaptation est en effet avec celui de la résilience devenu des maîtres mots des temps qui viennent, ça ne se limite évidemment pas au Covid-19. Le quatrième point est celui des rapports entre les clients et les consommateurs, qui doivent aussi évoluer de manière radicale. Ceux-ci font désormais de la santé et de la lutte, quand je dis ceci, c'est les consommateurs et les clients, font de la santé et de la lutte contre le dérèglement climatique un impératif avant même la question du chômage ou du pouvoir d'achat. On ne sait pas si cette priorisation va rester, mais il est tout à fait clair qu'il s'agisse du climat ou de la biodiversité ou encore de la santé environnementale, ce sont désormais des priorités qui s'imposent et qui vont obliger le tissu économique à s'adapter à cette demande. Alors, le rythme et les choix de consommation, ils seront ce qu'ils seront. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qu'ils donneront. Mais de toute façon, l'aspect sanitaire, environnemental et social des produits est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et du reste, je me référerai à l'avis récent de l'autorité des marchés financiers du 11 mars 2020, signant la fin de la récréation pour le greenwashing de tout genre en ce qui concerne les éléments extra-financiers. C'est à l'État de remettre, bien entendu, de permettre notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, évidemment, mais dans tous les autres aussi,
cette relance qui permette une activité économique indéniable. Bref, nous avons les outils, nous savons comment faire. Il reste une chose absolument essentielle, c'est passer à l'action et sortir des propositions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Corinne. Donc, je vais donner la parole à Bettina Laville, du comité 21. Je voudrais simplement rappeler, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que vous pouvez réagir sur le chat et nous allons enregistrer à la fois l'ensemble de cette session et aussi les chats. Donc, tout ça nous permettra d'être pris en compte dans les rapports qui suivront. Bettina. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est une initiative tout à fait intéressante. Il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup d'initiatives, mais celle-ci a deux avantages. La première, c'est que ça permet de retrouver des amis, et la seconde, c'est qu'il y a une majorité de femmes, ce qui est assez rare pour être donc souligné. Alors, la relance verte. Alors ça, je dois dire que même si, bien entendu, le comité 21 va s'associer à l'appel avec grand plaisir, le titre me laisse à la fois militante d'une relance verte et un petit interrogatif, parce que, comme on dit, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, même si je suis à titre personnel beaucoup plus optimiste qu'un certain nombre de personnes qui disent que finalement, bien, le monde d'après sera le même que celui d'avant, voire pire, a dit un ministre du gouvernement. Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette crise est une crise tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas une crise économique au départ, c'est une crise, donc une pandémie, nous le savons tous, qui est liée à toutes sortes de phénomènes sanitaires, transports mondiaux, mais à la base un déséquilibre environnemental, et que finalement, à côté des crises climatiques, les inondations, les ouragans, la grande sécheresse, c'est la première crise environnementale qui touche le monde entier en même temps. Les crises environnementales en ce moment, depuis la fin du siècle dernier, touchent de temps en temps telle côte de l'Europe de l'Ouest, telle côte américaine, beaucoup plus l'hémisphère sud, les continents indiens et indonésiens, etc. Mais là, c'est vraiment la crise globale en même temps. Et je pense que le choc est assez important pour qu'il y ait une vraie prise de conscience et une vraie réaction. Deuxième, comment dirais-je, raison d'être optimiste, elle survient au même moment qu'une grande prise de conscience, en particulier de la jeunesse, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour la crise purement économique de 2008, c'est-à-dire que les jeunes étaient beaucoup moins engagés que maintenant sur les problèmes environnementaux et climatiques. Troisièmement, et je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très important, eh bien, on se pose la question. Autrement dit, quand vous relisez les journaux en 2008-2009, il y a eu, allez, je dirais, 15 jours de titres qui s'interrogeaient sur l'avenir du monde après la crise économique. C'est-à-dire, on se disait, est-ce que notre système économique est équilibré? La réponse était non. Est-ce qu'il maintient, plutôt, est-ce qu'il entretient les vraies valeurs? La réponse était non, etc. Sauf que très très vite, ces interrogations vitales se sont transformées en réformes. Il y a eu une réforme d'ailleurs financière avec donc les mesures prudentielles, les banques centrales, etc. Et les interrogations sur notre modèle de société ont été balayées, et il a fallu que d'autres phénomènes climatiques et l'accord de Paris surviennent pour qu'il y ait 5 ans, nous sommes 5 ans après l'accord de Paris, à peu de choses près, change les choses. Donc là, si vous voulez, de manière claire, il y a une espèce de concordance heureuse dans notre malheur qui fait que nous avons une petite chance de réformer le système, d'autant plus que
et ça je crois que c'est malheureusement une réalité importante, la crise n'est pas finie. Elle est pour l'instant un peu suspendue en Europe, elle subsiste dans beaucoup d'autres pays et surtout il y a la menace du retour qui fait que à cette réalité menaçante correspond une interrogation subsistante, si j'ose dire. Et donc là, cette réflexion va forcément persister. Alors, nous, au comité 21, depuis donc 2 ans, on travaillait sous l'égide de l'économiste Philippe Dessertine, avec un certain nombre de personnalités dans le comité de prospective, à un travail qui s'appelait la grande transformation. Christian Bredague a relevé les origines du mot du développement durable. À titre personnel, moi je reste toujours attachée au mot développement durable. Il est remplacé par la transition très souvent. Nous trouvons ce mot faible parce qu'il ne s'agit pas d'une transition, mais d'une vraie transformation qu'il faut opérer. Et donc, nous avons repris la fameuse expression de Polanyi, la grande transformation. Il se trouve que ce rapport a été publié en janvier dernier. Nous l'avions ouvert aux réactions des uns ou des autres, de nos adhérents, mais plus largement. Est arrivé le Covid et pendant le confinement, nous avons repris un certain nombre de propositions du rapport et nous avons remodelé quelques contenus, si bien que les 10 propositions du rapport sur la grande transformation se sont transformées en 12 propositions sur le rapport La grande transformation après le Covid-19. Alors, je ne vais pas, ce rapport d'abord, vous pouvez le consulter sur le site du comité 21 et je ne vais pas le décrire parce que je crois, et je le dis avec d'autant plus de modestie, qu'il a été écrit par un groupe et inspiré encore une fois par Philippe Dessertine, même si j'ai quand même mis un petit peu ma patte. Il est, je le crois, riche de propositions, etc., avec un certain nombre de propositions relativement classiques, mais il ne faut absolument pas évacuer le classicisme, tout simplement parce que les propositions, lorsqu'elles n'arrivent pas à s'incarner dans la réalité, eh bien, il faut les répéter et assumer cette répétition. Je crois aussi que nous avons fait un certain nombre de propositions plus originales, en particulier, j'en dirai un mot à la fin, après la crise. Alors, en fait, si vous voulez, notre diagnostic, et nous sommes dans un moment de bascule, il était celui-là en janvier, il est évidemment encore plus après le Covid, puisque après le Covid, il va bien falloir que, j'ai essayé de le dire au départ, nous prenions un certain nombre de décisions. On a finalement 3 grands groupes dans les 10 premières propositions. On a des propositions en fait qui touchent l'avenir. Alors l'avenir, il y a des propositions sur l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la transformation, qui doivent être, à notre sens, beaucoup plus présentes. Il se trouve que j'ai été auditionné récemment par le groupe de Jean Jouzel qui va remettre pour le gouvernement un rapport sur comment dirais-je, la transformation là aussi de l'éducation à l'environnement. Ça me fascine, ce sont exactement les mêmes problèmes qu'au début de ma carrière et donc je veux dire, je dois dire que ce n'est quand même pas hier maintenant. Les choses n'ont pas assez bougé. Donc nous avons des propositions sur l'éducation, nous soutenons la Chambre du futur de Nicolas Hulot. Nous considérons que l'État ne fait pas assez de prospective et qu'il faut remettre la prospective au lieu de tous ces plans dans tous les ministères. Nous avons donc un certain nombre de propositions sur le futur. Deuxièmement, nous avons des propositions sur… Il va falloir conclure, Betty. Je sais, j'ai juste vraiment 1 minute. Nous avons des propositions sur la déclinaison nouvelle de l'intérêt général. En particulier, moi, je suis très attachée à la proposition qui consiste, et comme nous sommes parmi les entrepreneurs, là, je crois qu'elle intéressera, des entreprises dites de biens publics, et nous allons réfléchir à un statut de biens communs, des entreprises de biens communs, parce que je crois que la transition, la transformation se fera
en mêlant l'intérêt général et l'entreprise privée. Nous avons aussi évidemment des propositions sur le collaboratif. Nous voulons une loi de décentralisation qui ne soit plus 3D mais 5D. Pourquoi les 2D? Justement, on ajoute les 2D du développement durable. Et enfin, les deux propositions que nous avons ajoutées, et je conclurai par là, c'est d'abord la proposition qui consiste à faire, comme il y a une autorité indépendante de la sûreté nucléaire, une autorité indépendante sanitaire. Je crois qu'on a bien vu que le débat sanitaire en direct pendant une crise prouvait la méfiance, en particulier de nos concitoyens. Et je trouve que là, il faudrait véritablement construire une autorité indépendante. Moi, contrairement à beaucoup de juristes, je crois aux autorités indépendantes. Notre dernière proposition, et je pense que Christian, Corinne, d'autres personnes ici se souviendront de ce débat qui, malheureusement, à cause de l'état du monde, a été abandonné. Nous souhaitons beaucoup un Conseil de sécurité planétaire. Il est absolument anormal que le Conseil de sécurité, dans une pandémie de ce type, n'ait pas été saisi par les États, les membres du Conseil de sécurité. Les plus grands risques aujourd'hui sont des risques environnementaux et le Conseil de sécurité continue, sans pourtant d'ailleurs être extrêmement actif sur les problèmes de guerre ou paix, continue à les ignorer au sein même, je ne dis pas que l'ONU les ignore, mais au sein même du Conseil de sécurité. Et ça, nous allons porter cette proposition jusqu'à l'anniversaire de Rio, qui se trouve dans 2 ans. Voilà, et j'ai été un peu trop longue, donc je ne fais pas de conclusion. Je voudrais simplement dire en vraiment une seconde de conclusion, je pense que nous pouvons y arriver. Et ça, c'est vraiment le message, et c'est pour ça que nous allons rejoindre cet appel sur la relance verte, mais il faudra vraiment beaucoup, non pas de résilience, je n'aime pas ce mot parce que maintenant on l'emploie à tort et à travers, mais vous savez, une vertu que Cynthia Fleury a promue et que je partage, le courage. Très bien. Merci beaucoup, Bettina, sur ces paroles. Donc, je vais maintenant donner la parole à Pierre Véry, donc du réseau Flamme, qui est aussi maire. Donc, c'est notre élu du panel. Merci, Bettina, de fermer ton écran. Je vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend bien. Bonjour, merci à Christian Brodag. Merci à Christian Brodag pour l'organisation de ce webinaire. Mon intervention sera très pragmatique, centrée sur les sujets que maîtrise la Fédération Flamme, laquelle représente les 40 agences locales de l'énergie et du climat qui accompagnent les collectivités territoriales en France. En propos introductif, je ne crois pas que les recettes de 2008 marcheront à nouveau en 2020 pour relancer notre économie. Les incertitudes liées à la situation actuelle sont plus profondes qu'en 2009, ce qui peut pousser les individus à être plus prudents avec leurs dépenses. En 2008, les gouvernements avaient la conviction que le soutien à l'économie devait primer sur les politiques environnementales, qui pouvaient être sacrifiées le temps de résorber la crise. Leur priorité était de préserver l'emploi et éviter une envolée de la pauvreté, plutôt que de soigner notre planète. Pourtant, d'après bon nombre d'études publiées depuis, Nous avons une coupure là. Il y a une coupure de son. Il y a une coupure de son. Ça, c'est les aléas de la technique. Pierre, on ne vous entend plus. Moi, je ne vous entends plus. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Ça y est? Voilà, c'est bon. Très bien. Je m'étais arrêté où? Bon, je vais enchaîner. Donc, je disais, des chantiers comme l'isolation des bâtiments nécessitent de mobiliser rapidement une main-d'œuvre peu qualifiée, main-d'œuvre qui est la plus souvent durement frappée par une crise économique. L'efficacité d'un plan de relance, vous le savez, en temps de crise, dépend de la rapidité avec laquelle il peut être exécuté pour remettre les gens au travail. La base d'une relance verte est bien sûr la mobilisation de fonds, qu'ils soient publics ou privés, pour investir dans les nouvelles technologies par exemple. Je rappelle
au passage que les collectivités locales supportent 70% de l'investissement public en France. Cependant, l'investissement public ne pourra pas tout faire. Il est donc essentiel que le relais soit pris par l'investissement privé, par les PME, par les TPE. Pour y parvenir, il faut retourner en faveur de l'environnement les mêmes lois économiques qui ont jusqu'ici conduit à sa mise en danger. Il suffit pour cela qu'il devienne rentable d'économiser l'énergie, de réduire les émissions polluantes et d'investir dans les énergies renouvelables, les technologies propres, la protection de la biodiversité ou le retraitement des déchets. La Fédération Flamme est le partenaire des collectivités pour l'accompagnement des politiques publiques. Et cela est particulièrement vrai pour la rénovation énergétique des bâtiments, et c'est l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui d'illustrer. Il nous faut un plan Marshall pour la rénovation globale des bâtiments. Vous le savez, le secteur du bâtiment, qui représente près de 45% de la consommation d'énergie nationale, contribue pour 18% aux émissions de gaz à effet de serre de la France. C'est donc l'un des domaines sur lesquels il faut agir en priorité. Un véritable plan de rénovation thermique permettrait de gagner en sobriété énergétique et de faire baisser les émissions tout en créant des emplois et en apportant des bénéfices pour la santé. Vous le savez également, nous sommes très loin des objectifs nationaux en matière de rénovation. Il nous faut donc changer de braquet. Le dispositif, c'est important de le savoir, de financement des travaux réalisés dans le cadre d'une rénovation énergétique peut être scindé en 3 parties. Un financement direct des propriétaires, des aides publiques, collectivités territoriales, État, ADEME, un tiers financement privé, banques, coopératives de fonds publics ou privés. Si les 2 premières parties semblent pouvoir être réunies dans 40% des cas rencontrés par les ALEC, et nous sommes sur le terrain, la 3e partie, relative au tiers investissement, est loin d'être acquise, bien qu'elle soit indispensable à la prise de décision finale. C'est sur ce point que notre proposition est innovante, car elle n'est pas encore testée et mérite une attention particulière. Voilà ce que nous proposons pour la part du tiers manquant. Un tiers investisseur apporte le complément de financement envisagé. En règle générale, ce que nous rencontrons sur le terrain, il manque 5 à 10 000 euros pour une rénovation d'un appartement sur une période donnée contractuellement définie. Acte notarié, prise d'hypothèque par exemple. Le capital, et c'est original, est remboursé au-delà d'une période contractuellement définie ou lors de la vente du bien considéré. Les intérêts sont financés pendant la durée de l'emprunt grâce aux économies d'énergie générées par les travaux. Et donc, les avantages du dispositif sont nombreux. Le propriétaire n'a pas à supporter l'intégralité du financement de la rénovation. En fait, pour les propriétaires les plus modestes, je propose que l'on prenne 100% de ce financement à travers les aides publiques et à travers la mise en place de ce mécanisme de tiers investissement. L'État pourrait envisager de créer un livret de transition énergétique, par exemple, consacré au financement du tiers investissement lié à la rénovation des logements, avec un taux de rémunération inférieur ou aux alentours de 1%, qui serait largement couvert par les économies d'énergie générées après travaux. Pour exemple, un prêt de 10 000 euros, une rémunération de 100 euros par an serait nécessaire. Donc c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Et à titre d'exemple, et j'en terminerai là, la métropole grenobloise a notamment pendant 5 ans mis 15 millions d'euros d'argent sur la table, qui ont généré 90 millions d'euros de travaux et créé 1800 emplois dans le domaine du bâtiment. Donc nous sommes prêts, il suffit de développer le modèle à l'échelle nationale. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il y a deux webinaires en fin de matinée sur l'un avec vous d'ailleurs, donc sur les approches territoriales et une aussi sur la construction. Je vais donner la parole maintenant à Patricia Savin de l'association Auré. Vous avez la parole. Merci Christian. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer au Monde Auré à cette initiative commune essentielle. Et merci Christian, Sylviane pour le travail réalisé en vue de cette journée de lancement. Auré est une association multi-acteurs, entreprises, collectivités locales, vraiment ancrée dans les territoires. Donc bien évidemment, cette crise nous parle en tout premier lieu. Nous menons d'ailleurs une étude actuellement avec l'AFNOR pour mesurer l'état des lieux de la transition écologique des entreprises. Nous pourrons rendre le rapport sans doute d'ici la fin de l'année. Alors la relance verte, il faut en parler, bien sûr. Il faut en parler avec force, mais il faut surtout la mener avec conviction et énergie. Car là, de notre point de vue, réside le danger majeur,
qui consisterait à multiplier les tribunes, les déclarations, sans réel changement en profondeur. Or, le jour d'après doit réellement être un jour nouveau, un jour de bascule. Ce jour d'après ne doit pas être un jour d'avant revisité, un jour d'avant verdi, un jour d'avant amélioré. Et notre défi, à nous tous, intervenants, participants, notre défi est de faire en sorte que les générations futures puissent dire « il y a eu un avant et un après Covid-19 ». Alors, paradoxalement, la très grande chance de cette crise est qu'elle est mondiale et qu'elle nous invite à revisiter nos fondamentaux sanitaires, alimentaires, environnementaux, géopolitiques, financiers. Et cette crise mondiale a révélé brutalement et violemment les limites et insuffisances de nos modèles économiques de production et de consommation. Mais cette crise nous a également invités à un retour vers l'essentiel, un retour vers notre santé, notre alimentation, notre environnement, nos solidarités humaines. Il y a de très, très beaux mouvements de solidarité. Cette crise nous rappelle donc l'importance de donner du sens à nos vies, donner du sens à nos activités, tout simplement donner du sens au vivre ensemble dans un environnement sauvegardé à tout prix et quel qu'en soit le prix. Alors ce prix, il est certes financier, bien évidemment, financier, économique, mais il est aussi et peut-être d'abord mental, dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de vivre le monde. Tous, entreprises, collectivités locales, citoyens et politiques, bien sûr. L'enjeu consiste à accepter de tourner la page sur des habitudes, sur un monde connu, pour se tourner avec force, courage et détermination vers un inconnu à construire et donc vers de l'incertain. En toute hypothèse, ce qui est certain, c'est que si nous ne faisons rien, si nous ne changeons rien, il y aura d'autres crises et sans doute bien pires. Donc, il faut saisir maintenant la chance formidable qui nous est donnée à l'échelle planétaire de tout bousculer. Donc, l'humanité doit mobiliser sa capacité de résilience. Nos modes de production et de consommation doivent radicalement changer pour aller vers l'éco-conception, vers les achats responsables, vers des marchés publics plus centrés vers du local, vers de la durabilité, du réemploi. Donc, autant de solutions qui existent, mais il faut s'en emparer, il faut les mettre en œuvre. Les plans de relance doivent intégrer des objectifs environnementaux. Ce ne sont pas les idées et les actions qui font défaut. Bien souvent, et on le voit chez Auré, c'est une volonté de coopération, de travailler ensemble, de casser les silos. Parce que cette résilience doit s'accompagner d'ambition et d'audace partagée. Quelques exemples autour des 3 priorités d'Auré, la RSE, l'économie circulaire, la biodiversité. Audace en RSE. Il faudra faire converger réellement le financier et l'extra-financier. Arrêter de penser en 2 mondes, le monde de la finance et le monde de l'extra-finance, pour une comptabilité qui reflète réellement la valeur et les externalités positives, négatives de l'entreprise. Audace en économie circulaire, en écologie industrielle et territoriale, en multipliant les synergies territoriales avec une pluridisciplinarité et une transversalité. Audace en biodiversité, en intégrant réellement la biodiversité dans les stratégies des entreprises. Le webinaire qui suit, qui sera animé par Hélène Leriche, notre responsable biodiversité, pourra illustrer ce propos. Alors, autant de révolutions coperniciennes à mener tous ensemble, entreprises, collectivités locales, citoyens. La coopération est une nécessité, pas une option. En conclusion, je retiendrai 3 mots, résilience, ambition et audace. Il nous faut oser construire le monde de demain, il nous faut oser la résilience, il nous faut oser l'ambition et l'audace. Parce que nous réussirons ensemble ou nous échouerons ensemble. Donc, à nous de décider et surtout à nous d'agir. Merci à tous. Merci de nous saisir sur le passage à l'action. Je crois que c'est vraiment le leitmotiv aussi de notre initiative.
Je vais donc donner maintenant la parole à Amina Bouri, donc de Low Carbone France. Vous avez la parole. Bonjour, je vous remercie grandement pour l'invitation. Donc, je m'appelle Amina Bouri, j'ai 27 ans. Je me permets de le rappeler puisque je me suis beaucoup reconnue dans les propos de Madame Laville sur l'engagement des jeunes. Je suis cofondatrice et coprésidente d'une association qui s'appelle Low Carbone France. On a vu pendant la crise du Covid, et on continue de le voir, l'importance de l'action locale et associative, et c'est dans cette dynamique que s'inscrit l'association Low Carbone France. Donc, créée en septembre 2017, cette association a un but double. D'une part, de sensibiliser aux enjeux environnementaux et d'autre part, d'outiller les citoyennes et citoyens afin qu'ils aient toutes les clés en main pour pouvoir passer à l'action. Donc, on a donc cette double volonté, d'une part de compréhension et d'autre part d'action. Pour ce faire, nous organisons des événements, une trentaine par an dans différentes villes de France qui accueillent un peu plus de 10 000 personnes chaque année. Et je pense que l'action locale et associative doit s'articuler autour de 3 valeurs qui sont en tout cas maîtresses et clés pour notre association. D'une part, autour de la positivité et de l'optimisme. Je rejoins également les propos de Madame Laville sur la question. Nous tentons de proposer des événements qui sont non culpabilisants, ludiques, divertissants et qui donnent envie d'agir. D'autre part, on a à cœur de mettre en avant la bienveillance. En effet, on essaye de rappeler lors de tous nos événements l'importance de pouvoir poser toutes ces questions et de comprendre pleinement les enjeux de développement durable et des enjeux climatiques pour pouvoir passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on invite chacune des participantes et participants à pouvoir poser toutes ces questions, quel que soit son niveau d'expertise et son niveau d'engagement. Et enfin, la valeur clé qui me paraît vraiment fondamentale pour toutes les actions qui vont être menées pour le monde de demain est l'inclusivité. À plusieurs niveaux. Tout d'abord, la parité. Il avait été souligné le nombre de femmes dans ce webinaire et je suis ravie qu'il y en ait autant puisque, comme on sait, c'est principalement des femmes qui sont touchées par les questions climatiques aujourd'hui et qui s'engagent. Et je le vois très bien à l'échelle de notre association puisque nous sommes 20 femmes bénévoles. Ce n'était pas un choix, mais c'est comme ça que c'est les faits qui le montrent. Et donc, on a à cœur de mettre en avant des entrepreneurs femmes qui proposent des solutions tangibles pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Donc, la parité est vraiment une dimension clé pour nous. D'autre part, l'inclusivité au niveau social et le fait de ne pas exclure, de n'exclure aucune bourse et aucune classe sociale lors de nos événements. Tout d'abord, tous nos événements sont complètement gratuits et on essaye de mettre en avant des solutions qui soient accessibles à tous et qui ne demandent pas d'avoir un niveau de vie aisé pour pouvoir passer à l'action et avoir une vie plus éco-responsable. Enfin, on tente de toucher un public le plus large possible puisqu'on pense qu'il y a beaucoup de portes d'entrée pour avoir une vie plus éco-responsable et essaimer des valeurs plus environnementales autour de nous. Pour ce faire, on organise des événements sur des thématiques très diverses. On peut organiser par exemple des événements sur la pollution numérique, les ENR, la mode éthique, l'alimentation raisonnée, etc. Et lors de chacun de nos événements, on met en avant à minima 4 ou 5 entrepreneurs qui proposent des solutions clés en main. On essaye de diversifier également les formats puisqu'on veut vraiment toucher tout un chacun selon ses affinités et ses goûts. Donc, on organise aussi bien des tables rondes que des ateliers, des marchés éco-responsables, des éco-tours, etc. pour que tout le monde puisse trouver sa manière de s'engager et que personne ne se sente exclu. Aujourd'hui, les associations se multiplient, notamment les associations de jeunes, et il y a une vraie nécessité de se coordonner. L'association Low Carbone France s'appuie sur un réseau de plus de 450 partenaires et on a vraiment à cœur de pouvoir créer des synergies entre les activités de chacun de ces partenaires en organisant des événements dédiés. Et je pense qu'au niveau national, il est vraiment nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une meilleure coordination, une meilleure structuration des activités, car on pourrait faire beaucoup plus et avoir un impact vraiment plus important à tous les niveaux si on se coordonnait. Très bien. Je crois que cet appel à la coordination rejoint évidemment notre initiative et on souhaitait vraiment qu'il y ait, je dirais, un lien entre les activités des associations engagées depuis un certain temps et aussi les jeunes, de façon à ce qu'il y ait effectivement
un mouvement à tous les niveaux. Très bien, merci beaucoup donc de cette intervention. Je vais donner maintenant la parole à Alexa Germont, donc de France Audacieuse, qui est un think tank qu'elle va nous présenter. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour soutenir cette initiative particulièrement intéressante. Donc, France Audacieuse est un think tank, donc un laboratoire d'idées généraliste qui est reconnu d'intérêt général. Et en fait, nous nous appuyons sur les travaux de personnalités issues de la société civile, bien sûr, sans attache dogmatique. Et nous avons un objectif qui peut trouver du sens par rapport à votre initiative, c'est de faire entendre la voix de la société civile dans le débat démocratique. Alors, pourquoi ça nous a paru intéressant aujourd'hui de venir en soutien de cette démarche innovante de relance verte? C'est précisément parce que nous sommes un think tank généraliste qui a vocation à s'adresser au plus grand nombre. Et nous sommes bien sûr sur une ligne libérale, européenne, humaniste qui est totalement assumée, mais notre spécificité en fait est d'intégrer de façon transversale les aspects de développement durable à l'ensemble de nos travaux. Et de cette façon-là, nous pouvons aussi vous aider à faire œuvre de sensibilisation. J'en veux pour preuve, s'il était besoin, le fait que lors de notre démarrage en 2016, nous avons souhaité tout de suite ouvrir nos conférences, d'ailleurs, sous l'égide de Corinne Lepage, qui nous avait fait l'honneur et l'amitié de lancer les travaux de France Audacieuse avec une conférence sur industrie et développement durable. Nous avons poursuivi cette prise d'angle, je vais dire, avec Bertrand Badré, l'ancien directeur général de la Banque mondiale, où nous avions déjà dès 2017 réfléchi à une finance au service du bien commun, et puis nous avons publié des notes ponctuellement plus spécifiques sur l'alimentation et les objectifs de développement durable. Donc vous le voyez, un think tank généraliste peut aussi faire œuvre de caisse de résonance à travers des travaux transversaux sur le développement durable. Pour nous, une France attractive, ça passe par les éléments évidemment économiques et environnementaux qui doivent être réfléchis dans leur globalité. Donc, vous avez compris, France Audacieuse, de façon modeste, mais nous l'espérons de façon extrêmement efficace, peut, en sa qualité de soutien, amplifier l'impact de l'initiative. En tout cas, nous aurons à cœur d'agir à la fois comme acteur de pédagogie et également comme caisse de résonance. Après tout, c'est aussi ça un think tank, c'est peut-être un think et un do tank. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Très bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation et puis effectivement de ce soutien qui montre aussi notre souci de cette initiative de ne pas être qu'entre soi, effectivement les associations spécialisées, mais aussi des relais avec d'autres réseaux pour les ensemencer, si j'ose dire, pour faire passer donc ces concepts. Alors on n'a pas vraiment le temps de passer en revue les contributions sur le webinaire, enfin sur le chat. De toute façon, ce sera pris en compte. Je prends deux, trois idées au passage, notamment l'idée que la RSE ne doit pas se limiter qu'aux grands groupes et grandes entreprises, mais toucher finement aussi les PME, enfin l'ensemble du tissu économique. Aussi une question disant que sur les territoires se pose la question de la transition et surtout donc de l'autonomie donc des territoires en matière énergétique, qui pose un problème de partenariat entre entreprises, collectivités locales. Il faut un portage fort des collectivités locales. Je pense que c'est effectivement ces réflexions relèvent en fait de l'idée qu'il faut toucher tout le tissu économique et les territoires, et que donc une relance verte ne doit pas être uniquement limitée à des projets ou des grands programmes ou des questions vues uniquement à partir de Bercy, mais bien le voir à partir des petites entreprises et des initiatives à différents niveaux et aussi des territoires. Donc merci. Alors aussi, Amina Bouri parlait de la bienveillance. Moi, j'aime à citer donc Douglas McGregor, qui est donc un spécialiste de management qui a une double théorie en disant les organisations fonctionnent en X ou Y.
soit X, c'est le conflit, il faut contrôler parce que effectivement on part du principe que les gens ne veulent pas travailler ou ne veulent pas agir et donc il faut les contraindre. Et puis de l'autre côté, un système Y au contraire où basé sur l'engagement et la volonté de faire. Et ce qui nous dit en fait ces deux modèles sont antagonistes et une fois qu'on rentre dans une spirale sur un des modes de gestion, on peut difficilement s'en tirer. Et effectivement, peut-être qu'on doit développer ce modèle pour le développement durable, de mobilisation positive, de participation positive à la construction de ce monde collectivement, et pas dire il faut de la contrainte, il faut de la fiscalité uniquement de contrainte et faire intégrer dans le marché uniquement par de la contrainte. Donc il y a aujourd'hui cette dualité, on la retrouve chez nous. Je vais donc maintenant pour conclure donner la parole donc à Sylviane Villaudière, hein, qui est vraiment aussi la cheville ouvrière et avec qui on a déployé cette campagne, qui va nous dire un peu comment ça va se dérouler. Sylviane, tu as la parole. Eh bien, merci à toi, Christian. Moi, je voulais aussi te remercier parce que tu l'as initié, hein, cette campagne Relance Verte. Tu as voulu rassembler beaucoup d'acteurs. Alors moi, je vous remercie, hein, vous tous qui participez, qui avez déjà été présents à ce premier webinaire, mais qui allez aussi peut-être continuer tout au long de cette journée à nous suivre, à suivre tous ces échanges, tous ces débats. N'hésitez pas à chatter, n'hésitez pas à contribuer. C'est pour cela, c'est pour vous, c'est pour agir et aussi pour apporter des solutions que nous avons voulu organiser tous ces webinaires et monter cette journée de lancement. Alors, cette journée de lancement, hein, on la rappelle, il s'agit d'objectifs qui consistent à trouver les voies, les moyens, les solutions pour une relance verte vraiment durable. Hein, je crois que ce mot, il a été rappelé à l'instant par nos premiers intervenants. Nous savons ici, avec aussi bien Bettina que Corinne, Pierre et bien d'autres, que ce sujet du durable, c'est un sujet qui n'est pas si simple, qu'il faut tenter de mener avec beaucoup de constance et surtout beaucoup d'obstination face à beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Et la crise du Covid a évidemment été une crise qui a encore renforcé ces difficultés. Et c'est pour cela que nous tous, hein, on vous salue, on vous remercie, vous les organisateurs de ces webinaires, vous tous acteurs collectifs, hein, qui ont œuvré, qui ont voulu agir à travers aussi cette campagne où tous ensemble, eh bien, nous allons montrer que oui, face aux obstacles, face aux difficultés, tout en ayant à travailler parfois dans des conditions difficiles, à distance, et on sait combien ça ne facilite pas les coordinations, ça ne facilite pas toujours ce travail à distance, la mise en action simplement, mais on le voit, il y a ces nouvelles technologies, il y a beaucoup de grandes et bonnes volontés pour continuer à agir. Donc, cette journée de webinaire, eh bien, elle se poursuit maintenant, elle se poursuit toutes les heures, avec à chaque heure, eh bien, une thématique différente, différente, pourquoi? Parce que tout simplement, cela illustre bien la diversité des sujets à adresser, de tous ces objectifs du développement durable, où chacun d'entre eux est tellement important qu'il faut pouvoir les adresser tous ensemble, les uns après les autres et en même temps, comme on le dit maintenant beaucoup. Évidemment, il faut pouvoir le faire. Et donc, cette journée de webinaire, elle va redémarrer là maintenant, dès après séance d'ouverture, dès 10 heures, eh bien, vous aurez une séance de webinaire double, une séance organisée par Auré d'un côté à 10 heures et également une autre par le CIRID à 10 heures. Donc la coordination d'Auré a choisi de traiter le thème « Prendre en compte la biodiversité, une opportunité pour les entreprises ». Ce sera modéré par Hélène Loriche, qui est la responsable biodiversité d'Auré. Toujours également à 10 heures, vous pouvez immédiatement switcher pour rejoindre aussi, si vous le souhaitez, le webinaire organisé par le CIRID
hein, le CIRID, qui est ce Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Et là, vous avez un webinaire qui vous engagera à réfléchir, à travailler à comment accélérer la transition vers l'économie circulaire. Ça, ce sont les webinaires de 10h à 11h. Et ensuite, immédiatement ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre les 2 autres webinaires qui se dérouleront à 11h. À 11h, de 11h à midi, vous pouvez rejoindre le webinaire organisé par Construction 21. Construction 21 a choisi de traiter cette thématique tellement nécessaire, tellement essentielle, qui correspond à nos engagements avec l'accord de Paris. Eh bien, il s'agira de bâtiments et neutralité carbone. Bâtiments et neutralité carbone. Le webinaire sera animé par Véronique Pape. Véronique Pape est la directrice de Construction 21. Et en même temps, à 11h, de 11h à 12h, vous pourrez rejoindre le webinaire organisé par la Fédération FLAM, Fédération des agences locales de maîtrise de l'énergie et du climat, et vous pourrez traiter de la question territoire et économie verte, donc de 11h à 12h. Ensuite, une petite pause pour déjeuner, et à partir de 14h, vous pouvez nous rejoindre le pôle éco-conception qui pourra nous articuler la question de éco-conception et éco-innovation, et c'est animé par Samuel Meyer. Ensuite, vous pourrez rejoindre le webinaire de 15h à 16h, organisé par le réseau Entrepreneurs d'avenir, qui a choisi de parler de ce sujet tellement majeur, du financement de l'économie verte, sur sauvetage, relance, transition, pour et par une finance plus verte. Et c'est animé par Vanessa Mendes. À partir de 16h, de 16h à 17h, vous pourrez rejoindre le webinaire de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale que j'aurai l'honneur d'animer, et c'est sur le titre « Renaissance industrielle durable, innovée par les partenariats ». Et là, nous adresserons l'ODD 17 sur les partenariats. Et enfin, il n'y aura à 17h, à 17h à 18h, eh bien, nous vous donnons également rendez-vous tous ensemble pour notre webinaire de conclusion, le webinaire qui sera animé avec Anne Giraud qui fera la synthèse de l'ensemble de la journée. Dieu sait si ce sera bien riche et bien dense, et il y aura une conclusion avec de prestigieux intervenants également, et la mise en place, le lancement de la campagne Relance Verte, puisque Christian, eh bien, tout à l'heure, tu nous appelleras, tu nous dévoileras quelles seront les solutions, quels seront les mécanismes que nous tous ensemble, tous partenaires de ces collectifs d'acteurs pour la relance verte et durable, eh bien, comment nous allons poursuivre l'action, s'engager, et vous êtes tous, vous tous entrepreneurs, vous tous dans l'action, entrepreneurs, à savoir actionnaires, dirigeants, citoyens entrepreneurs, vous tous qui avez les solutions, vous tous qui les portez, quels que soient vos niveaux d'engagement et de capacité à le faire, eh bien, nous vous appelons à l'action, nous vous appelons à poursuivre, à accélérer, parce que cette période de reprise d'activité, elle est majeure. Tous ces investissements qui sont nécessaires aujourd'hui, eh bien, fléchons-les, veillons à ce que cette action se déclare, se développe selon les principes et les objectifs du développement durable. Merci à tous, merci pour vos contributions. Allez-y, contribuez, agissez, chattez. Tout le séminaire, tous les webinaires seront eh bien, compilés avec la possibilité de les développer dans le cadre d'un rapport, dans le cadre d'actions qui seront développées tous ensemble ultérieurement. À très bientôt et merci pour le suivi de toute cette journée. À bientôt.